conférence de presse et je laisse la parole à Nicolas, qui est le spécialiste du sujet, si tu veux bien. J'ai trouvé que l'initiative était très intéressante puisqu'il a été créé un collectif avec l'AMF, Intercommunalité de France, Amorce, Ville de France, APVF, Département de France, France Urbaine, CNR et la NPP pour dire non à cette idée de fausse consigne. Et donc, nous avons fait, au moment de cette conférence de presse, des interventions à plusieurs voix, chacun avec une intervention ciblée dans un domaine très précis. Et je trouve que cette façon de procéder a vraiment du sens et est beaucoup plus porteuse que des interventions individualisées, chacun dans son coin. Moi, je salue cette initiative de mise en commun, en fait, et d'intervention groupée. Et évidemment, après, il y a eu un débat très intéressant où nous avons bien évidemment fait un certain nombre de propositions puisque, eh bien, les enjeux environnementaux qui sont devant nous ne se limitent pas aux bouteilles plastiques. Et avec cette fausse consigne, je pense qu'on ne résoudra rien du tout, si ce n'est complexifier le geste de tri et déséquilibrer les budgets des collectivités. Nicolas, si tu veux bien, je te laisse la parole pour nous en dire un petit peu plus. Tu as pratiquement tout dit, Josiane. Oh non. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, le sujet consigne ou fausse consigne, il arrive dans le débat public lors de la loi AGEC, anti-gaspillage, économie circulaire, parce que la France s'est engagée, bien sûr, à honorer les engagements européens sur le recyclage du plastique. Très vite, l'ensemble des associations d'élus se sont opposées à cette idée. Non pas, bien sûr, ne sont pas opposés à l'objectif qui est partagé de 80% de 90% de recyclage, mais parce que le chemin qui nous est proposé à travers cette consigne est tout à fait orthogonal avec ce qui est déjà déployé par les collectivités et qui n'est pas encore achevé. Donc, en fait, on s'apprête à tuer un système alors qu'il n'a pas encore montré la totalité de son efficacité. Ce système, c'est quoi? Et plutôt déjà, on va commencer par, c'est quoi cette consigne ou fausse consigne? Brune Poirson, qui était secrétaire d'État à l'époque, a au moins gagné une bataille, c'est la bataille sémantique. C'est qu'en choisissant ce mot de consigne, elle a gagné la bataille de l'opinion parce que le mot consigne, il est très positivement connoté dans les esprits de tout le monde et certainement de vous tous ici et du mien aussi. Sauf que ce mot de consigne, il renvoie à ce que l'on a vécu il y a quelques dizaines d'années. Moi, j'ai souvenir de ma grand-mère qui allait chercher ses bouteilles, vidait les bouteilles, ramenait les bouteilles qui étaient relavées, qui étaient re-remplies et qui repartaient dans le circuit. Ça, c'est la consigne sur le verre que l'on a tous en tête et qu'on aimerait d'ailleurs retrouver. Un certain nombre de territoires y travaillent et il y a de belles expériences, de belles réussites qui sont aujourd'hui mises en place. Je pense notamment à la bière avec des brasseurs qui sont repartis sur la consigne. C'est un peu plus compliqué sur le vin. J'essaye de le faire ici, chez moi, à Chablis, mais c'est un autre sujet, on en reparlera. La consigne telle qu'elle est portée dans ce projet, elle ne concerne pas le verre, elle concerne le plastique, donc c'est votre bouteille de Vittel, c'est votre bouteille d'Evian, qui a vocation non pas à être lavée et remise dans le circuit, puisque par définition, le plastique, pour le laver, il faut le chauffer, et le chauffer, on ne peut pas le chauffer parce que si on le chauffe, il fond. Donc on ne peut pas avoir la même technique que pour le verre, donc c'est en fait une consigne pour recyclage. Donc très concrètement, on prend vos bouteilles, on en fait des paillettes, et ce plastique, il est réutilisé. Le PET clair, hein, puisque c'est le nom du plastique dont on parle, il peut être réutilisé 6 à 7 fois avant que la molécule ne perde ses capacités de résistance, etc. Bon, ce n'est pas infini comme le verre. Le verre, c'est infini, pas le plastique. Et précisément, c'est ce que font les collectivités territoriales. Les intercommunalités, dans les bacs jaunes, dans les bacs de tri, elles récupèrent ces contenants en plastique pour
pour les mettre exactement dans le même circuit de recyclage. Donc là, ce qu'on nous propose, c'est de dire, vous les collectivités, vous ne collecterez plus les bouteilles de cristalline, d'Evian, de Coca, de Pepsi et tout ça. Vous allez les ramener dans un commerce où il y aura une machine. Quand vous les aurez achetées, vous aurez consigné votre bouteille, 10 centimes, 15 centimes, 20 centimes, et quand vous ramènerez votre bouteille dans cette machine, elle vous rendra vos 10, 15 ou 20 centimes. Le volume global de cette opération, c'est un demi-milliard d'euros. C'est un demi-milliard d'euros qu'on va prendre des caisses des collectivités territoriales, puisque toutes les intercommunalités revendent cette matière, hein, on revend ça 650 € la tonne, pour être rendu aux industriels. Et pour ne pas les citer, les 4 gros, Pepsi, Coca, Danone, Nestlé, qui déploieront ces bouteilles dans les grandes surfaces. Et donc, on va transférer un demi-milliard d'euros des caisses des intercommunalités vers les producteurs de plastique. Et je dis à dessein les producteurs de plastique, parce que quand vous êtes le patron de Coca-Cola, vous produisez autant de plastique que de boissons qu'il y a dedans. Et vous faites d'ailleurs plus de chiffre d'affaires sur votre bouteille en plastique que sur le contenant qu'il y a dedans. Il ne faut jamais le perdre de vue. Sauf que dans nos poubelles jaunes, nous, les présidents d'intercommunalités, eh bien, les bouteilles en plastique avec les canettes sont les 2 seuls déchets, les 2 seules matières qui ont de la valeur. Et donc, ce sont les 2 seuls que l'on revend. Et donc, si on nous ampute de ces ressources dans notre budget, eh bien, pour les équilibrer, automatiquement, il faudra faire une augmentation fiscale, soit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, soit de la redevance incitative. Et étonnamment, on l'a dit au gouvernement lors de la loi AGEC, on l'a redit aujourd'hui, pourquoi on nous prélève dans les poubelles jaunes les seuls trucs qui ont de la valeur? Un peu sous la forme de provocation, on a dit à Christophe Béchu, si vraiment les industriels veulent s'occuper du service public de la gestion des déchets, ils reprennent toute la poubelle jaune, y compris ce qui n'a pas de valeur. Mais on ne peut pas nous laisser, à nous, au public, tout ce qui coûte et rendre au privé tout ce qui rapporte. Il n'y a pas de modèle. Donc, on est furieusement opposé à cette consigne. Pour la première raison, c'est celle que je viens de dire, une raison financière. 2, une raison environnementale. L'enjeu, c'est surtout d'abord d'attaquer le sujet à la racine, c'est-à-dire une moindre production de plastique. Et on n'est pas bien sûr que de créer ce système aille dans ce sens-là, parce que on va donner l'illusion au consommateur qu'il fait un geste pour l'environnement, plus que quand il le met dans sa poubelle jaune, alors que c'est exactement le même circuit qui est pris. 3, quand on parle des plastiques, le sujet du recyclage des plastiques, qui est un sujet absolument majeur, ce n'est pas ce plastique-là qui pose problème, c'est tous les autres. C'est les plastiques industriels qui ne sont pas recyclés, c'est tous les films qui entourent dans la logistique, par exemple, les marchandises qui, eux, ne sont pas recyclés. Donc là, on s'attaque au seul flux de plastique qui a déjà une filière constituée. Et puis, quatrième chose, les collectivités territoriales disent, nous permettrons à la France de remplir son objectif. Grâce à quoi? Grâce à la mise en place de ce que l'on fait depuis maintenant 7 ans, 6 ou 7 ans, c'est ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri. Donc, aujourd'hui, longtemps, il fallait avoir un bac plus 27 quand vous arriviez devant votre poubelle jaune et devant votre poubelle grenat ou grise, selon les territoires, pour savoir ce qui allait dans l'une ou ce qui allait dans l'autre. Il a été décidé de simplifier le geste de tri, c'est ce que disait Josiane, en disant, mesdames et messieurs, il n'y a plus besoin de réfléchir, tout emballage alimentaire va désormais dans la poubelle jaune. Ce qui nous a permis d'avoir une croissance à 2 points de ce que l'on collecte. Et ça, pour faire cette extension des consignes de tri sur l'ensemble du territoire, il a fallu moderniser les centres de tri pour qu'ils soient capables d'absorber l'ensemble des flux. Cet investissement a coûté la bagatelle de 2 milliards d'euros d'argent public. Et donc, les élus qui se sont lancés dans ces centres de tri, vous imaginez bien qu'ils les ont calibrés en fonction des volumes attendus. Si on les ampute
d'une part significative, environ 30% des volumes attendus, on va se retrouver avec des outils surcalibrés et donc avec des coûts de fonctionnement beaucoup trop importants pour les volumes qui y entreraient. Et donc, ça déséquilibre l'ensemble du modèle. La réalité aujourd'hui du tri en France, c'est que les zones rurales sont bonnes, les zones urbaines sont moins bonnes. Et ce n'est pas, c'est un constat, et je ne juge pas, parce que c'est beaucoup plus compliqué en habitat collectif, on le sait tous, que dans l'habitat dispersé où chacun peut avoir sa poubelle jaune dans son habitat. Et donc, la ville de Paris est passée, par exemple, à l'extension des consignes de tri l'année dernière, donc c'est encore tout récent. Et on a encore des grandes métropoles, des grandes villes qui sont en train de passer à l'extension des consignes de tri. Et nous, ce qu'on dit au gouvernement, c'est laissez-nous achever ça et on vous démontrera que nous obtiendrons les résultats attendus de l'Europe. Donc, pourquoi ça se réinvite dans le débat là? Il faut être honnête, parce que lors de la loi AGEC, on était parvenu à repousser l'échéance de la consigne, mais le deal qu'on avait eu avec le gouvernement à l'époque, c'était de dire il y aura une clause de revoyure en 2023. Nous sommes donc en 2023 et il y a une clause de revoyure. Donc, le gouvernement pousse à nouveau ce dossier de la fausse consigne. Josiane l'a dit, c'est assez notable pour le souligner, il y a là une unanimité de toutes les associations d'élus qui, après avoir étudié ce dossier, disent un, ce n'est pas utile, deux, vous allez complètement foutre en l'air un système qui fonctionne et qui est en train de s'étendre à travers les différents investissements qui sont faits sur le pays. Et trois, il y a un autre problème, deux autres problèmes, puis je m'en arrête là. On va affaiblir le commerce de proximité, parce que cette affreuse machine, moi je les appelle, enfin, je ne vais pas dire comment je les appelle, mais ces affreuses machines, il faut de l'espace pour les mettre. Donc Leclerc, Intermarché, Carrefour auront l'espace pour les mettre. Le petit commerce du coin n'aura pas la machine pour les mettre. Et quand vous aurez à faire vos courses et que vous aurez dans votre coffre toutes vos bouteilles vides qu'il faudra amener, on a peur que les gens privilégient les commerces de zones d'activité parce qu'ils y trouveront de quoi remettre leurs bouteilles. Dernière chose, il y a un sujet qui n'est pas réglé, c'est ce qu'on appelle les consignes non recouvertes. Vous allez acheter une petite bouteille dans une gare parce que vous allez prendre le train, vous laissez vos 20 centimes, vous n'avez pas envie de vous trimballer la bouteille toute la journée, vous la mettez dans une bouteille publique, dans une poubelle publique. Cette consigne, elle a été encaissée par un distributeur, par Paul, par l'ami Caline, parce que vous avez, ou par Relais dans votre gare, et elle n'a jamais été récupérée. Ça pèse 200 millions d'euros. La question, c'est à qui appartiennent ces 200 millions d'euros? Et nous, on dit, si vous allez au moins jusqu'à la consigne, il faut rendre aux collectivités cette partie-là, et on ne l'obtient pas. Voilà, donc on est dans le combat. J'ai peut-être été un peu trop technique. On multiplie les réunions. Christophe Béchu, je pense, commence à comprendre qu'il y a une vraie résistance des collectivités territoriales. Et puis, dernière chose, le vrai sujet, c'est ce qu'on appelle la consommation hors foyer. Ce n'est pas la consommation dans les foyers où, globalement, les Français ont un réflexe de tri qui est chaque année meilleur. C'est la consommation hors foyer, c'est dans les gares, c'est dans les aéroports. Là où nous, les élus locaux, nous n'avons pas la main, parce que ça ne relève pas du service public de la gestion des déchets, et on dit au gouvernement, faites donc en sorte d'abord que le geste de tri soit meilleur dans ces espaces-là. Et deux, il y a un vrai risque de déstabilisation du monde économique, de toutes les entreprises qui ont besoin de cet accès à la matière, parce que là, on est en train, si la consigne va à son terme, ce PET qu'on récupère, ce PET recyclable, dont nombre d'entreprises ont besoin et que nous revendons, les collectivités, ce sont les 4 gros qui risquent de mettre la main sur cette matière. Et donc, vous avez, c'est pour ça, beaucoup de fédérations syndicales, de syndicats professionnels plutôt, qui montent au feu en disant mais ce n'est pas possible qu'il y ait une privatisation, une main basse de la matière par les 4 gros. Voilà, pour faire très court. Enfin, court. Merci beaucoup, Nicolas. Tu vois que j'étais d'avoir tout dit. Effectivement, cette problématique est, je trouve, absolument majeure.
elle va complexifier le geste de tri. Et finalement, c'est le citoyen qui va payer parce que les budgets des collectivités vont être déséquilibrés et il faudra augmenter les redevances pour équilibrer les budgets. Donc, elle n'a, je trouve, pas de sens. Oui, Pierre, tu avais… Oui, je voulais personnellement remercier Nicolas pour ce travail et dire que je suis très, très fier de faire partie de la NPP pour ce type de combat parce qu'en effet, ça semble anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Et je trouve que c'est notre place de se battre pour ce genre de choses. J'ai géré à une époque une régie des ordures ménagères. On est passé dans une petite collectivité de 25 000 habitants de 12 200 tonnes à 6 400 tonnes d'ordures ménagères résiduelles, donc une baisse de près de 50% du tonnage d'ordures ménagères résiduelles, justement grâce à cet énorme travail sur le territoire pour justement baisser les ordures et puis avoir un vrai tri et puis aussi travailler sur la baisse des emballages. Cette affaire, je me souviens, parce qu'il parlait de chiffres tout à l'heure, Nicolas, je crois de mémoire, c'était 5 millions d'euros le budget des ordures ménagères et on avait 470 000 euros reversés pour le tri. Donc, ce n'est pas anodin sur une collectivité comme la nôtre. Et déjà qu'on subit la problématique de la TGAP qui augmente de façon considérable, hein. À une époque, je me souviens, elle était à 12 euros ou 15 euros la tonne, elle passe à 58 euros la tonne. Donc, c'est considérable pour nous. On a fait des économies d'1 500 000 euros par an en baissant de près de 50% nos tonnages, mais tout est quasiment absorbé par l'augmentation de la TGAP. Donc ça, c'est un autre sujet qui n'est pas anodin, sur lequel je pense on ferait bien de se pencher. Moi, j'avais alerté mon député à plusieurs reprises à ce sujet. En tout cas, merci en tout cas Nicolas. C'était très clair. Et puis moi, j'encourage à aller beaucoup plus loin parce que c'est important pour nos territoires.